Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caribe ce soir. Donc on est très heureux de recevoir à nouveau Emmanuel Ruben, qui est presque désormais un habitué en fait de cette librairie. On a adoré en fait le travail de fiction, d'écriture de fiction d'Emmanuel depuis Calice pour un orphelin célèbre et un matelot inconnu. Je ne vais pas décrire ces œuvres d'une part parce que beaucoup d'entre vous les connaissent et que si vous ne les connaissez pas, vous savez que vous devez repartir avec. Mais c'est vraiment magnifique, mais on en parlera de toute façon, ne serait-ce que sous forme de référence dans le cours de la soirée. Puis ensuite pour simultanément La ligne des glaces et Ice Color, qui est... bien que ce soit trois livres en fait extrêmement différents, je pense que tous les lecteurs en fait de ces livres, et nous y compris, sentaient bien qu'il y avait quelque chose qui était à l'œuvre dans quelque chose d'assez profond, quelque chose d'assez conceptuel, qui ne disait pas vraiment son nom, mais qui méritait d'émerger. Et puis quand on a appris donc qu'il y avait un essai en cours, et puis après, donc un essai dans les ruines de la carte, au Vampire Actif, puis ensuite un journal de résidence répondant un peu en écho à ces choses-là, donc Jérusalem terrestre chez Un culte dernière marge, on s'est dit, ouais, mais c'est que du bonheur, parce que vraiment, quand on sent qu'il y a autant de matériaux qui bouillonnent en fait dans la fiction, et que quelqu'un prend la peine et le talent de nous expliquer des choses en fait qui sont à l'œuvre dessous, bah, c'est vraiment une chose qui est rare et qui est précieuse. Donc moi je suis vraiment très heureux qu'on puisse en parler ce soir. Et j'avais envie tout de suite de demander à Emmanuel comment un peu ce projet dans les ruines de la carte, justement, comment il s'est bâti, comment il s'est construit, d'où il vient. Alors, dans les ruines de la carte, ça a commencé en fait avec une chute de vélo. Non, parce qu'en fait, je passais mon temps en vélo dans Paris et sa banlieue, puisque j'avais le bonheur d'enseigner en banlieue. Et j'ai fait une chute qui m'a immobilisé à peu près pendant 3 mois, où j'avais cette chance de ne plus aller au lycée, puisque j'étais en congé maladie, et donc avec un plâtre et tout. Et c'est vrai que normalement, pour écrire un roman, j'ai besoin d'être libre de mon corps, en fait, de pouvoir... j'ai l'habitude d'aller écrire dans des cafés, dans des bibliothèques. J'écris rarement chez moi, et c'est la première fois que je me suis retrouvé, j'avais pas le choix quoi. J'étais obligé d'écrire à la maison, et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu d'un ami qui m'avait dit, un ami qui était enseignant aussi, prof d'histoire, Antoine Sabac, qui m'avait dit ça serait bien si tu pouvais écrire un jour un livre sur les cartes, sur ton rapport à la géographie. Et je lui avais dit peut-être, mais bon voilà, en ce moment là j'ai pas le temps, avec les cours c'est pas possible. Donc voilà, j'y ai repensé et je m'y suis mis avec mon plâtre à ma table de travail. Et ça a été, ça change tout de suite en fait le rapport à l'écriture en fait, d'être comme ça, de pas bien pouvoir bouger. En plus, je risquais pas beaucoup de sortir dehors parce qu'il faisait moins 10, et donc avec des béquilles, on sait qu'on va se ramasser. Donc j'évitais un peu les sorties. C'était en février. Et j'ai pensé aussi, j'avais déjà écrit 2 articles. Il y avait l'article sur Julien Gracq, L'appel des Sirtes, qui avait été publié dans la revue Sens Public. Et il y avait l'article sur Sebald, qui avait été publié aussi, dans la même, chez Sens Public aussi. Et j'avais donné une conférence à la suite de la publication de mon premier roman, Altaï Alta, à la rue d'Ulm en fait, où j'avais expliqué un peu dans le cadre d'un séminaire quels étaient comment j'étais devenu écrivain, comment à partir de ma formation de géographe, j'étais devenu écrivain. Et donc j'ai rassemblé en fait, j'ai commencé à rassembler ces 3 morceaux quoi, et je me suis dit à partir de ça je vais élaborer peut-être une théorie si on peut dire sur les rapports entre la peinture, la littérature et la géographie
comme je l'ai appelé très pompeusement, de l'âge classique à l'ère du numérique. Alors évidemment, je ne pouvais pas remplir toutes ces promesses, je suis désolé, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai essayé, en tout cas, et j'ai décidé de partir de Vermeer et de l'art de la peinture de Vermeer, parce que voilà, j'adore Vermeer. Et alors bon, quand j'ai fait ça, je pense que j'ai pensé un peu à Foucault, bien sûr. Dans Les mots et les choses, quand il parle de Velázquez, je me suis dit comme lui, parce qu'on lui avait reproché de dire n'importe quoi à propos de Velázquez, je me suis dit très bien, on va me reprocher de dire n'importe quoi à propos de Vermeer, mais ce qui compte c'est que je dise ce que j'ai envie de dire, et voilà, c'est un moyen de lancer la réflexion. Alors, je trouvais que c'était assez fascinant parce que, bien qu'ayant, comme tu le rappelais, donc effectivement c'est important de l'avoir en tête, une formation donc, universitaire extrêmement solide en géographie, tu es vraiment parti donc, comme romancier de fiction. Et si on sent bien, particulièrement dans Yalta et dans La ligne des glaces, dans une moindre mesure dans Ice Color et dans une encore moindre mesure dans le Kaddish, que la géographie est quand même toujours présente, le fait d'attaquer dans les ruines de la carte, non pas par la carte géographique elle-même, mais par la représentation de la carte géographique dans la peinture, et dans la peinture classique notamment, je trouvais que c'était quelque chose qui était fort. Alors ça résonne aussi avec la place que tient la peinture et le graphisme hein, dans ta vie aussi et dans ton art. Mais je trouvais que c'était intéressant. Donc finalement, pourquoi commencer par Vermeer Alors j'ai commencé par Vermeer parce que je pense que si Vermeer inclut des cartes dans le fond de ces tableaux, alors il n'est pas le seul à le faire, hein. Il y a d'autres peintres hollandais comme Pieter de Hoo qui le font aussi à la même époque. Et ils le font parce que, il est vrai qu'à l'époque, beaucoup de riches hollandais décorent leurs intérieurs avec des cartes. C'est un objet de décoration à l'époque, c'est déjà un objet de prestige, et donc on décore comme ça les intérieurs. Mais il est évident que ça ne se limite pas à ça, et je crois que si Vermeer donne cette place si importante à la géographie, à la carte de géographie dans le fond de ses tableaux, c'est parce qu'il arrive en peinture à une époque en fait où il y a une dissociation entre l'art et la science. C'est-à-dire que jusqu'à Vermeer, un artiste peut considérer que en représentant un paysage, il fait d'une certaine manière œuvre scientifique. Je pense, bien avant Vermeer, vous avez Léonard de Vinci qui était à la fois donc, peintre, comme vous le savez, ingénieur, cartographe, puisqu'il a réalisé des cartes pour le duc de Milan et pour les Médicis. Des magnifiques cartes, qui sont vraiment des objets de science, et puis il avait même commencé à élaborer une théorie sur le creusement en fait, des fossés d'effondrement qui ressemble un peu, alors il n'a pas l'appareil théorique de quelqu'un comme Humboldt, mais il a déjà un peu l'intuition. Léonard de Vinci peut produire ce savoir, mais Vermeer ne peut pas du tout. Et en fait, il arrive à un moment où vraiment la dissociation est nette. Et où il y a des cartographes en Hollande, et il y a des peintres, et alors qu'ils étaient jusque-là dans les mêmes guildes, en fait, ils vont se séparer, ils vont se retrouver dans des guildes différentes. Et je crois que cette forme de nostalgie, elle se retrouve chez quelqu'un comme Julien Gracq. C'est pour ça aussi que j'ai voulu parler de Julien Gracq, puisque lui, il fait partie de cette jeune génération de géographes de la nouvelle géographie française, qui a été élaborée par Vidal de la Blache, ensuite par Emmanuel de Martonne, qui est le gendre de Vidal de la Blache et le prof de Julien Gracq. Louis Poirier à l'époque, hein, c'était pas Julien Gracq. Et je crois que chez lui, il y a une nostalgie de cette époque, en fait, où la géographie n'était pas cette science qu'elle est en train de devenir. On va venir sur Julien Gracq dans un instant, parce que c'est vraiment Julien Gracq et Alexandre Pouchkine que tu as choisi d'utiliser comme levier majeur en fait, sur l'échange entre la géographie et la littérature. Mais par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur Vermeer, l'autre grand peintre que tu as choisi
de détailler justement dans son rapport à la carte, c'est le Gréco, et d'une façon très différente en fait de ce que tu as choisi pour Vermeer. Donc, pourquoi finalement c'est imposé avec cette force le tableau Vision et plan de Tolède, et pas seulement Vision de Tolède, hein, Vision et plan de Tolède. C'est Vue et plan, ouais. Vue et plan de Tolède, qui est un tableau très atypique en fait, qui est un tableau de très très grand format, qui fait de plus de 2 mètres de large, et dans lequel on voit donc à l'arrière-plan tout le paysage de Tolède, et au premier plan il y a un page en fait qui montre un plan comme ça, qui est un plan du centre-ville de Tolède entre ces murs. Et c'est assez neuf en fait comme représentation, personne ne fait ça à l'époque. Le Gréco avait fait des vues de Tolède, mais qui étaient simplement des vues paysagères. Et donc en fait, je crois qu'à l'époque du Gréco, il y a déjà cette dissociation, mais lui, il peut représenter en fait le plan qui est à l'avant, qui est montré au premier plan, va se retrouver chez Vermeer en fait à l'arrière-plan. Et je pense que là, il y a un moment de bascule, hein, entre le Gréco, c'est début du XVIIe, et pour Vermeer, on est 50 ans plus tard. Donc deux bandes en fait du moment de bascule quelque part. Ouais, voilà. Alors ensuite, Julien Gracq, effectivement, donc je ne savais pas en fait qu'il y avait eu un premier article sur Julien Gracq qui était dans les racines, hein, de l'essai, mais c'est vrai que il y a une façon dont tu l'utilises donc vraiment comme cheville ouvrière, à la fois, et ça on va y venir dans son rapport à tout ce qui est alors la carte, et notamment la carte déployée, donc avec tout ce qui est autour d'imaginaire russe et sibérien, les noms. Mais il y a aussi, je trouve, c'est marrant parce que, alors ça je suis pas sûr que ça soit pas un peu générationnel, mais j'ai l'impression que chez des gens qui étaient des geeks, il y a, avant que la geekitude s'exprime avant tout dans les jeux et dans l'informatique, qu'il y a eu une époque où effectivement faire des pays, en fait, même quand on ne se destinait pas à être géographe, dessiner des pays, c'était un truc très répandu en fait chez les geeks d'avant le jeu vidéo. Et du coup j'ai l'impression que oui, parce que tu le mentionnes plusieurs fois, ce fait, et ça revient également dans Jérusalem terrestre, hein, bien entendu, le fait pour un enfant ou un jeune en fait de projeter déjà une forme de vision imaginaire du monde en fait sur une carte, et de bien choisir une carte. Et je voulais, alors, comment Julien Gracq lui est arrivé justement dans ce paysage géographique, au-delà de sa formation mais en tant que littéraire, est-ce que c'est pas Rivage des Sirtes directement, enfin... Tu veux dire qu'il est arrivé comment dans le concept en fait du lien entre géographie et littérature que tu avais envie justement d'explorer en fait, est-ce qu'il était là dès l'origine, parce que oui, il était là dès l'origine, me paraissait un peu... mais par Rivage des Sirtes, hein, du coup, ou pas spécialement enfin oui, surtout par Rivage des Sirtes, parce qu'il y a ce passage clé de la chambre des cartes qui est la rêverie sur la carte, et bon, en fait, comme j'avais, il y a cette histoire que je raconte en fait qui est une anecdote, mais qui a donné lieu en fait à l'écriture de l'article. C'est qu'en fait je partais faire à l'époque je me destinais encore à la recherche, et donc j'étais en thèse en fait, et je partais pour Kiev, qui était un de mes 2 terrains de recherche. Et je partais plus ou moins enfin j'allais à Varsovie en avion, parce que je sais plus, j'avais quelque chose à faire à Varsovie, et ensuite je devais prendre le train entre Varsovie et Kiev. Et donc je regarde en fait, alors à l'époque j'étais dans une sorte, oui ça ressemblait à une sorte de chambre des cartes à l'ENS à Lyon. Et je vois en fait, je vois le parcours que je vais effectuer, je regarde, puis je vais un petit peu plus loin, et puis je vois apparaître le mot Sirte, plusieurs endroits sur la carte. C'est une très grande carte de l'Europe. Et donc là, je me pose des questions, je me dis c'est bizarre tout ça, et c'était donc situé au pied de l'Oural, donc au sud de l'Oural, au bord de la mer Caspienne. Là, je fais des recherches, et je tombe sur un dictionnaire de géomorphologie qui est en espagnol, et il y avait marqué Sirte,
mot d'origine russe, enfin emprunté aux Tatars, et ce qui me ramenait un peu à Alta Yalta, c'était marrant, emprunté aux Tatars, et qui désigne les contreforts du sud de l'Oural. Et là, j'ai pensé à un article de Pierre Michon dans un magazine littéraire qui avait été consacré à Julien Gracq, je pense, au moment de son décès, donc en 2007, où il disait qu'il ne fallait pas chercher le rivage des Syrtes dans le golfe des Syrtes, c'est-à-dire l'actuelle Libye, mais qu'il fallait plutôt le chercher vers la mer Noire, puisqu'en fait, Julien Gracq avait commencé une thèse de géomorphologie sur la Crimée, mais il n'a jamais pu s'y rendre parce qu'en fait, il n'a jamais reçu le visa, en fait, hein, c'était l'Union soviétique. Il n'a jamais reçu le visa, et c'est parce qu'en fait, il ne reçoit pas son visa qu'il va écrire son premier roman, Château d'Argol. Et voilà, ça a été ça qui a déclenché en fait l'écriture de cet article. Mais il y avait une sorte de... Enfin, c'était marrant cette histoire de retrouver dans une chambre des cartes cet émerveillement pour ce qui a un nom. Enfin, moi je trouvais que une des choses qui était passionnante, c'est que tout à coup tu extrais effectivement, donc et c'est pas nécessairement, alors c'est connu et documenté pour les exégètes de Julien Gracq, mais dans effectivement sa production de fiction notamment, il y a peu ou pas de références explicites à la Russie, justement, c'est dans un imaginaire institué, il n'y a rien. En fait. Alors même qu'on apprend donc grâce à toi, que c'est quelque chose qui l'a toujours titillé fortement, quoi. Et je trouve que c'est ce contraste effectivement entre cette géographie qui ne l'a jamais pu visiter, qui ne l'a toujours vu justement que par l'intermédiaire de la carte, mais qui vient nourrir à ce point en fait un imaginaire qui lui devient universel, finit par être très représentatif de ce que tu montres à cette fois après sur d'autres exemples, de la façon dont la géographie, de façon beaucoup plus insidieuse que ce qu'on s'imaginerait, est très centrale en fait dans toute une forme importante de l'imaginaire romanesque et littéraire. Oui, mais alors ce qui est important, c'est qu'il ne s'est jamais rendu en Russie, qu'il n'est jamais allé non plus dans toute l'ex-Union soviétique, même au moment où c'est devenu possible. Donc et je pense que c'est vraiment c'est volontiers de sa part, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas briser un peu ce charme qui avait été un peu à l'origine, parce que c'est quand même très, si on lit Liberté Grande, qui sont donc un recueil de poésie en prose publié en 1942, c'est très prégnant cette histoire cette inspiration russe, cette influence russe. Et puis on sait qu'il a traduit des poèmes de Lermontov, il avait appris le russe au Langzhou et tout. Et c'est vrai qu'il n'y avait rien, enfin dans toute parce que c'est monumental la littérature sur Julien Gracq, il n'y avait strictement rien, il n'y avait pas une ligne sur à ma connaissance, sur l'influence russe, de la littérature russe. Et pour l'instant, il n'y a aucun Graccien qui m'a dit qu'en effet j'avais réécrit son article. C'est pour ça que c'est une découverte. Et pourtant, il y a une vraie logique, parce que c'est vraiment s'appuyer. Bon, et je pense que, alors, s'il y en a parmi vous qui n'ont pas lu Le Rivage des Syrtes, vraiment, ça vaut la peine. Hein. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est un roman qui est fondateur de plein de choses et qui en même temps résonne précisément, alors même qu'il n'y a jamais aucune référence explicite, renvoie énormément, et non pas à Dino Buzzati, comme il y a eu controverse à une époque, puisque le Rivage des Syrtes, donc, qui est plein de choses, qui est énormément de choses, mais qui est notamment un roman de l'attente, de quelque chose qui va peut-être se produire et qui pèse sur les protagonistes comme sur le lecteur ou la lectrice. Et effectivement, à peu près à la même époque, à quelques mois d'intervalle, il y a un autre roman qui est un roman de l'attente par excellence, et qui parle aussi de militaire sur une frontière lointaine face à une menace extérieure, qui est le désert des Tartares de Buzzati. Et il y a toujours eu, de la part d'une certaine critique, en disant « ouais, mais c'est pas possible, l'un a dû pomper sur l'autre ». Et c'est absolument pas possible, bien entendu. Mais il y a une concomitance qui fait que sur 30 ans de littérature, à 6 mois d'intervalle, paraissent dans 2 pays différents 2 romans qui effectivement sont très différents. Buzzati et Gracq sont très très différents, mais ont quand même cette composante de genre face à une immensité mal connue, et où le lieu géographique, la carte, la frontière
joue un rôle absolument Il y a essentiel. pire que ça même, en fait, Dino Buzzati, qui était reporter de guerre, a écrit un article qui s'appelle Bataille dans le golfe des Sirtes, qui est un article qu'il a publié en 1943 dans je ne sais plus quel journal italien, ça devait être La Repubblica ou quelque chose comme ça. Mais il est évident que Gracq n'a jamais eu connaissance de cet article, il ne lisait pas l'italien. En 1943, il ne lisait pas les reportages de guerre italiens. Mais c'est marrant comment il peut y avoir comme ça, des télescopages en fait. Alors, du coup, peut-être un deuxième volet. Moi, je vais pas non plus. On raconte pas un essai, mais je vais pas non plus faire le fil complet de l'essai, donc plutôt extraire des éléments, parce que il y a vraiment un aspect. Enfin, moi, je trouve il y a une démonstration, mais je vous laisse la découvrir parce que c'est une démonstration qui est très puissante et qui mérite d'être suivie dans son mécanisme. Mais je trouve qu'il y a donc Pouchkine et Gracq qui sont là, donc qui sont pas des voyageurs, qui sont des gens en revanche qui ont une conscience géographique aiguë. Et à un moment, tu rentres en jeu justement, non pas les écrivains voyageurs en tant que personne, mais en tant que concept. Et tu rentres dedans avec une certaine violence en fait. Enfin, feutré quand même, c'est pas un pamphlet, mais il y a quand même, face à l'idée de la supériorité de l'écrivain voyageur, un côté un peu. Enfin, tu n'es pas du tout d'accord. Oui, bon, l'article sur Gracq était paru en 2010 pour la première fois, donc on était beaucoup plus proche du manifeste de 2007. Aujourd'hui, c'est évident que le manifeste, voilà, on l'a un peu oublié, et puis tant mieux. Oui, j'ai toujours trouvé ça un peu ridicule, cette histoire de voilà, on va rechercher le réel, l'histoire on est dans la poussière c'était la poussière des chemins, tout ça. Enfin, mais bon, il y a un super livre c'est Camille de Toledo qui a écrit là-dessus, Visiter le Furkistan, je lui rends hommage dans le livre. Si on veut vraiment lire quelque chose là-dessus, il faut absolument lire ce livre, Visiter le Furkistan ou Les illusions de la littérature monde, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ceci dit, dans ce parcours où justement tu pointes un certain nombre d'illusions et de défauts, et effectivement en citant aussi Camille de Toledo, où tu attires l'attention sur le côté illusoire et parfois mensonger, et en tout cas très galvaudé d'une certaine conception de l'écrivain voyageur, mais tu en sauves quand même plusieurs. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas des écrivains voyageurs. Si tu dis Nicolas Bouvier, alors oui, on pense tout de suite écrivain voyageur, mais c'est autre. Enfin, c'est pas ça qui le rend intéressant. C'est pas le fait. C'est pas quelqu'un qui, comment dire, voilà, il n'a pas besoin de voyager. Enfin, le plus beau livre de Nicolas Bouvier, pour moi, je trouve, c'est celui sur, comment ça s'appelle déjà ? Poisson Scorpion. Poisson Scorpion, c'est ça. Qui n'est pas du tout un livre de voyage, où il est vraiment dans la mouise complète. Je crois que c'est à Sri Lanka. Et pour moi, c'est son plus beau livre, qui ne parle que d'enfermement. Et donc, voilà, de même que Sandrard, on sait très bien que le transsibérien, il ne l'a jamais pris. Et comme il disait, je l'ai fait prendre à tous. Il n'a jamais pris, Sandrard n'a jamais pris le transsibérien. Voilà, sans aller nécessairement au bout de la démonstration de la de la carte, je trouve vraiment que, il en ressort donc, ce lien, autant, c'est une des choses, à l'issue, je me suis dit vraiment là, c'est un grand essai littéraire, parce que un travail sur le lien entre géographie et littérature, c'est des choses qui ont déjà été évoquées. Un travail sur le lien entre géographie et peinture également, notamment sur la représentation du réel. Mais le fait d'utiliser les trois, et puis sans que tu le mentionnes, je trouve rarement de façon explicite, il y a un quatrième personnage qui est vraiment en permanence, qui est la politique en fait, et la façon dont géographie, littérature et peinture, autour de la représentation du monde, du réel et de l'imaginaire, et d'une certaine façon de la supériorité de l'imaginaire sur le réel en fait, et avec un côté beaucoup plus puissant justement dans l'exploration politique de l'imaginaire. Je trouve que c'est brillant et que c'est quelque chose qui est assez rare et qu'on a, moi en tout cas j'avais pas lu jusque là et donc je me demandais, j'aurais bien aimé qu'on en écoute. Alors normalement on a plutôt tendance à lire des extraits pour de la fiction, mais je trouve qu'il y a une langue aussi qui mérite d'être entendue, donc si tu es d'accord pour oui, on peut peut-être lire un extrait Dans les ruines de Dakar. Alors je vais lire, je vais vous faire grâce en fait du prologue, parce que le prologue c'est la description du tableau de Vermeer, et si on l'a pas avec nous ce serait un peu dommage. Et je vous renvoie
donc mon éditeur ici présent, enfin, mon éditrice du Vampire Actif a fait un tableau Pinterest. Un tableau Pinterest dans lequel on n'a pas eu, en fait, avec les frais, avec les délais de publication, on n'avait pas le temps de contacter toutes les personnes qui nous auraient fallu contacter pour pouvoir inclure les tableaux, les reproductions des tableaux qui sont évoqués. C'est peut-être un jour, dans une édition future de luxe. Et je vais vous lire l'introduction. Alors, à l'origine de ce livre, il y aurait une double fascination enfantine et le besoin d'un double retour critique. Retour critique sur la pratique de la géographie, retour critique sur la pratique de la littérature, fascination d'enfant pour les cartes, les atlas, les planisphères, les maps-mondes, fascination d'enfant pour les œuvres d'art, des mosaïques antiques aux installations contemporaines, qui rappellent les cartes dans leur agencement, dans la lecture infinie et instantanée qu'elles permettent. Fascination pour les livres, et parmi ces livres, pour ceux, peu importe les genres, qui dessinent en vers ou en prose, une cartographie poétique, intellectuelle, et témoignent d'une géographie intime. Il faudrait prendre ici le mot fascination au sens propre. La carte aimante, la carte aiguise, la carte paralyse, la carte effraie, la carte est la peau tigrée de rêves et de réels du pays qu'elle illustre et réduit simultanément. La carte est l'écorce vive des souvenirs et le palimpseste des songes naufragés. La carte excite, la carte terrorise. La carte fait se dresser l'horizon des mondes probables. La carte hérisse les frontières de l'impossible. La carte est objet de savoir, de pouvoir et de contemplation. La carte, tous les auteurs l'ont dit, est infiniment femme. On la tourne, on la retourne, on la palpe, on la lisse, on la caresse, on la plie, on la déplie, on la replie. Le vent la fait vibrer dans nos mains maladroites. La trop vive lumière la rend illisible et la jaunit. La pluie la crible et la fatigue. Le temps la ride, la craquelle et finit par l'émietter. Depuis leur invention, les cartes ont fait l'objet de complots et de rivalités. Elles ont fomenté des putschs et maté des révolutions. Elles ont cristallisé les haines identitaires. Elles ont grossi les désirs de revanche. Elles ont enfanté les guerres et servi à dresser des champs de bataille. Le Vietnam et l'Irak ont été bombardés sur carte avant d'être bombardés pour de vrai. Les cartes ont tracé des tranchées, séparé des peuples et des familles. Elles ont partagé le monde de Tordesillas en deux et bien des Polognes en trois. Elles ont rayé des pays entiers sous la plume tachée de sang d'un Hitler ou d'un Staline. Elles ont guidé les conquistadors et les colons. Elles ont justifié les annexions et les sécessions, la course à l'armement, comme le réveil nationaliste. Objet de secret, la carte est souvent lacunaire, percée d'ornières, trouée de blancs. Des terrains vagues, des no man's land, des zones interdites camouflent des bases militaires. Espions et contre-espions ont toujours échangé des cartes interdites. La carte invite au vol, lorsque le seul moyen de se procurer les clés d'une contrée, c'est de s'emparer à la dérobade d'une carte militaire. Elle invite au viol de l'espace. Objet d'appropriation enfin, la carte indique cette oscillation perpétuelle de l'homme qui recherche toute sa vie le lieu de son séjour, qui est perpétuellement partagé entre le mouvement et l'immobilité, l'ici et l'ailleurs. La carte invite l'être à s'asseoir, les serrer à starer, ici plutôt que là, là-bas plutôt qu'ici. Elle l'intime de trouver le lieu et la formule. Alors, moi j'ai toujours une question qui m'intéresse, j'espère que je ne suis pas le seul que ça intéresse, mais je trouve que la façon dont se fait la rencontre entre un auteur, un texte et puis un éditeur, je trouve ça toujours intéressant. Donc je voulais demander en fait à Karine comment s'était faite en fait la rencontre, d'où ça venait, l'intérêt et l'envie de faire dans les ruines de la carte au Vampire Actif. Alors c'est une histoire qui remonte il y a 2 ans à peu près. Moi j'avais pris contact avec Emmanuel suite à la lecture du Kaddish en fait, où je lui avais formulé j'avais beaucoup aimé ce texte et puis on s'est rencontrés. En fait, Emmanuel a rencontré mon comparse qui s'appelle Hugues aussi, qui n'est pas là ce soir, mais qui était présent sur le salon l'autre livre il y a 1 an et demi maintenant. Et donc Emmanuel avait proposé son manuscrit. 2 ans et demi. Il y a 2 ans, oui, 2 ans, exact. Presque 3 ans. Oui, ouais. Et donc très rapidement, on s'est emparé. Donc il y avait eu Ice Color aussi qui avait été proposé et on avait
eu ces 2 manuscrits en main, et donc à la lecture dans les ruines de la carte, très rapidement, on a senti, tu as parlé d'un essai brillant, de quelque chose de très construit, de très solide dans la réflexion. Ce qui nous a également interpellé, c'est la qualité de la langue. On vient d'entendre un extrait, je crois que voilà, il y avait quelque chose qui chantait, il y avait quelque chose il y avait du rythme, il y avait quelque chose qui nous a tout de suite attrapé. Et en fait, si je reprends très simplement la ligne éditoriale dans laquelle on s'inscrit, nous on a envie de porter des textes qui sont à la frontière, justement, c'est rigolo, hein, de différents genres, et qui sont capables d'abattre justement la frontière des genres. Et ce qui est intéressant avec le texte d'Emmanuel, c'est qu'on est dans de l'essai, mais quand vous lirez le texte, si vous le lisez, moi je vous invite à vous en emparer, c'est que à un moment donné, au fil du texte, on sent que les codes de l'essai, Emmanuel s'en échappe. On est dans autre chose, on est dans du récit, dans du texte poétique, et à la fin, on est dans un texte qui s'affranchit totalement de ces codes-là. Et voilà. On a un texte qui est porté par une espèce de souffle absolument incroyable, et c'est ça qui nous a vraiment interpellés. Donc on a très rapidement pris contact avec Emmanuel, et on a fait un travail, ça a pris 1 an, pendant lequel on a échangé sur... on n'a pas réécrit le texte, il y avait des points de détail sur lesquels on est revenu pour des précisions très simples, et voilà. Donc on a... je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que c'est vraiment... on fonctionne beaucoup au coup de cœur, et on s'est dit, ce texte-là, c'est pas possible en fait qu'il reste... caché quelque part, il faut le mettre en lumière. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il y a vraiment, voilà, au-delà de la réflexion solide qui est déployée, il y a cette langue qui nous emporte, et on a un essai qui brasse des concepts assez denses, mais en même temps il y a une espèce de fluidité dans le texte, qui est une générosité dans ce qu'il déploie, et on se sent en tant que lecteur pris par la main, et on en sort grandi, voilà. Non, je suis très content que tu insistes sur ce point-là, parce que c'est vrai que moi c'est une des choses qui m'a le plus frappé en refermant dans les ruines de la carte, c'est que je me suis dit finalement, il y en avait déjà plus que des traces dans Ice Color, mais effectivement, les auteurs qui sont capables de parler en fait de littérature ou d'art, mais en faisant eux-mêmes œuvre poétique d'une certaine façon en même temps, se comptent sur une main. Et jusque-là, moi je pensais surtout à Claro, en fait, qui, quand il écrit par exemple Cannibal Lecter, parle d'auteur, mais en parle d'une façon où lui-même le fait avec une phrase qui est une écriture qui est quasiment poétique elle-même. Et c'est vrai qu'Emmanuel, dans un registre qui est complètement différent, qui n'écrit pas du tout comme Claro, mais on est dans ça, et je pense que sur l'extrait que tu as lu, on le sent. Il y a effectivement la dimension essai qui est extrêmement présente, et dessous il y a une langue qui est d'une beauté. Il y a un rythme, il y a... Magnifique. Voilà, maintenant... Et donc, alors bien que tu aies dit qu'effectivement, que finalement pour être écrivain, voyageur et voyageur imaginaire, à l'image de Sandrard et d'autres, il n'y a absolument pas besoin d'aller soi-même sur les lieux. Mais c'est vrai que dans ce que tu as écrit jusqu'ici, les lieux en fait où tu as pu vivre et échanger jouent malgré tout un rôle, sans avoir besoin de hisser le drapeau pour dire regardez, je suis un écrivain voyageur. Mais en pratique, Riga est quand même très présente dans la ligne des glaces. Et donc, je suis à la Riga. Il paraît, c'est des choses qui se disent. Mais effectivement, c'est pas mentionné. C'était Riga dans quel livre on parle de Riga? Je vois qu'il n'y a pas une fois le mot Riga. Non, le mot Riga n'est pas une fois dans la ligne des glaces. Ça peut s'identifier qu'à partir de statues et de choses comme ça, pour séparer pour les geeks, les différents pays baltes, pour les geeks, je reconnais. Mais non, ce pays balte imaginaire, effectivement, mais qui peut avoir à voir avec un bout de Lettonie. Mais donc tu as fait une résidence en fait à Jérusalem, et de cette résidence, sous une forme dont tu vas nous parler, donc est né un ouvrage assez différent, mais qui résonne pourtant énormément avec la ligne de la carte, qui est Jérusalem terrestre, qui est à la fois un journal de résidence et bien autre chose qu'on va évoquer. Mais je voulais demander en fait à Alexandre Civico,
en symétrie, la même question finalement qu'à Karine. Comment s'est fait la rencontre avec Un cul de dernière marge pour... Ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, finalement. Emmanuel m'a contacté sur Facebook, je ne sais plus quand, au mois de mars ou quelque chose comme ça. J'étais Yves, j'ai dit ok, banco, on y va. Non, blague à part, en fait j'avais déjà lu, Emmanuel m'a effectivement contacté un soir sur Facebook pour me proposer ce texte. Moi je n'avais... On se connaissait pas. On se connaissait pas. On a le même éditeur mais on se connaissait pas. Moi j'avais lu La Ligne des Glaces que j'avais beaucoup aimé, enfin ce rapport justement complètement, ce pays fantomatique qui n'est pas la Lettonie et tout ça, qu'on ne reconnaît pas. Ces frontières aussi, cette recherche quasi quichotesque de la frontière, de la marge. J'avais trouvé ça assez génial. Et quand il m'envoie ce journal, je m'aperçois qu'en réalité, il a quasiment le même rapport à la frontière, à la marge, à tout ça, que dans La Ligne des Glaces. C'est-à-dire que tout est toujours très flou, rien n'est défini, on la cherche, mais elle s'éloigne toujours, elle n'est jamais là. Et appliquée sur un territoire que je connaissais, qui est sensible, qui est au cœur de l'actualité, j'ai trouvé ça assez passionnant. Et puis par ailleurs, donc un peu de la même façon qu'avec le Karine, c'est au départ un journal qui a des allures d'essai, et puis en même temps, au fur et à mesure de la lecture, alors évidemment c'est Emmanuel qui a la première personne, etc., mais il y a presque un caractère de... il y a presque un personnage fictionnel qui se construit. Enfin, on s'attache au personnage d'Emmanuel, qui est parfaitement attachant par ailleurs. Mais voilà, là aussi, on brise un peu les codes. C'est un texte qui est un peu difficile à classer. Et puis c'est un culte, on fait ça beaucoup aussi. Voilà. Merci Alexandre. Et donc du coup, Emmanuel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment entre le projet de résidence en fait et le fait, parce que tu le dis au début, hein, de l'intéresse, comment il naît aussi, en tout cas moi c'est une des impressions que j'ai, il naît aussi en volonté qui s'impose en fait de confronter là où tu es finalement à ce que tu es en train de penser et de travailler de façon cette fois extrêmement théorisée et conceptuelle, mais qui vient se télescoper finalement avec ce que tu vis à ce moment-là. Mais il y a une façon dont ça naît qui en plus liée à ton histoire personnelle et tout, qui me semble assez forte, quoi. Ben, en fait, voilà, je partais à Jérusalem pour normalement écrire un roman. J'avais fait un dossier, c'était une résidence de l'Institut français dans lequel voilà, j'expliquais que si j'étais candidat à cette résidence, c'est que je voulais écrire un roman sur la région. J'avais déjà des idées, j'étais déjà allé à Jérusalem 4 ans plus tôt, je voulais voir les choses d'un peu plus près. Pour éventuellement m'en échapper ensuite. C'était pas du tout dans le but d'écrire un roman, un récit de voyage ou des choses comme ça. Donc je pose mes valises à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique française. Je vivais avec les moines dominicains. Et très vite, en fait, donc je commence à écrire mon roman, mais il faut quand même que je vois un peu où je me suis embarqué, où j'ai mis les pieds. Donc je commence à visiter. Je me souviens, dès quasiment le lendemain de mon arrivée, on me propose de partir à Naplouse. Et progressivement, il y a tellement d'informations qui m'arrivent de par les voyages que je peux faire à Naplouse, à Bethléem, et partout en fait, finalement en Cisjordanie. Je vais finir par aller un peu partout en Cisjordanie. Il y a tellement d'informations, et aussi parce que je peux lire, parce que
l'école biblique et archéologique française de Jérusalem, c'est quand même 3 km de livres mis bout à bout. Donc j'ai été comme un fou dans ce sous-sol. C'est un sous-sol, c'est fantastique. C'est même l'endroit, j'ai appris plus tard que c'était l'endroit où l'hébreu moderne a été inventé. Donc voilà, il y a toutes ces informations qui arrivent. Et je commence à, comme j'ai un blog, à écrire, à écrire tout ça sur mon blog. De façon totalement déraisonnée, avec aucune idée d'écrire un livre plus tard. Et puis là, il va y avoir une première étape, c'est que je commence à... Bon, les gens forcément le lisent, puisque c'est un blog, n'importe qui peut le lire. Et puis je le confie à Marie de Quatre-Barbes, qui travaille pour Remue.net, puisqu'on était en résidence ensemble à la maison Julien Gracq. Elle me propose de le publier d'abord sur Remue.net. Donc là, il y a forcément une deuxième écriture, un deuxième stade d'écriture. Je prends déjà un peu plus au sérieux la chose, et puis ensuite, voilà, j'ai contacté Alexandre en avril, hein, je crois. Et voilà, on a décidé de faire ensemble un livre. Alors il s'agissait, voilà, il y avait les textes qui avaient été sur blog, puis j'ai écrit, je lui ai dit, il y a d'autres textes que je vais proposer, puis il a fallu aussi le prologue a changé, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps, de manière à ce que ça devienne un livre, mais il fallait quand même garder cette forme de journal de bord à laquelle je tenais. Mais sans être, enfin, je crois pas qu'on est dans le récit de voyage, parce que ce n'est pas, enfin, parce qu'il y a toujours cette idée que je suis là pour écrire un roman quand même, et donc en fait il y a toujours cette sorte de prospection, quoi. Je suis là pour, donc en fait chaque personne que je rencontre, c'est dans le but, donc on voit pas du tout les choses, parce que quand on écrit un récit de voyage, j'imagine, parce que moi j'ai jamais vraiment écrit de récit de voyage, j'imagine qu'on ne va, enfin, on est dans la spontanéité et tout, donc on se positionne pas comme ça dans l'idée que ensuite il y aura un roman. Donc chaque personne que je rencontre est un personnage de roman en train de naître. Et je trouvais ça assez... Alors, je pense que c'est plus proche, par exemple, des carnets que pouvait écrire quelqu'un comme Marguerite Yourcenar, qui écrivait ses carnets en marge de ses romans ou de ses écrits. Je pense qu'on est plus dans ce genre de démarche que dans le récit de voyage. Je trouvais que c'était très étonnant, parce que d'une certaine façon, et pourtant le terrain est complètement différent justement, mais paradoxalement, Jérusalem terrestre arrive à être aussi le carnet d'écriture de la ligne des glaces, d'une certaine façon. Parce que dans la ligne des glaces, il y a quand même une frontière justement géographique stricto sensu qui se dérobe sans cesse, mais une frontière psychologique et humaine qui, elle, est terriblement présente, et puis dont finalement le roman explore les racines historiques et finit par les déterrer, quoi. Pourquoi en fait il y a vraiment ces frontières, alors même que la frontière des glaces, elle est, on n'arrive pas à mettre la main dessus. Enfin, on la trouve pas, on la trouve finalement presque pas par hasard, mais pas loin. Et j'ai trouvé que là, dans cet endroit où au contraire la frontière est omniprésente, enfin, il n'y a pas d'endroit où physiquement elle est moins, elle se dérobe pas du tout, au contraire. Et pourtant, si la frontière se dérobe en fait. Si. La frontière en tant que telle se dérobe, puisqu'en fait ce que n'ont plus les Palestiniens, c'est une frontière. Ce dont les Palestiniens n'ont plus de frontière, plus aucune en fait. Ils n'ont que des... Bon, il y a un mur qui ne respecte pas du tout la ligne verte, hein. C'est totalement flagrant. Il y a des cartes qui le montrent. Il y a des cartes en fait qui sont présentes dans le livre que j'ai réalisé. On a 7 cartes qui sont des zooms, hein, sur certaines régions géographiques de Cisjordanie. Et donc en fait ils n'ont plus de frontières. Et donc je suis à la recherche, le premier voyage c'est vers Naplouse. Je suis à la recherche de cette frontière perdue, puisqu'à la place ils ont un mur, les Israéliens disant ce mur sera plus tard la frontière. Bon, on sait bien que c'est en totale contradiction avec les accords, et donc ce n'est pas du tout reconnu par l'ONU. Donc il n'y a plus de frontières, et même entre les zones, vous savez, il y a 3 zones, zone A, B et C.
on sait bien que même la zone A, qui est censée être donc la zone d'autonomie palestinienne totale, complète, normalement, on sait bien qu'elle est sans arrêt transgressée en fait par l'armée israélienne qui peut intervenir à Naplouse alors qu'on est en zone A, à Bethléem alors qu'on est en zone A. Donc non, il n'y a plus de frontières. Il y a 4 murs maintenant, puisqu'ils sont en train de construire le 4e mur avec la Jordanie pour... alors je ne sais pas s'ils ont commencé les travaux, peut-être pas encore. Hein. Ils l'ont annoncé, il y a une annonce le 4e mur. Je parle sous surveillance d'un spécialiste qui sait bien comment ça se passe là-bas. Et donc, voilà, on a des murs, mais il n'y a plus de frontières. Une des choses, que chacune de tes pérégrinations ou de tes déplacements organisés en fait, donc dans l'espace autour de Jérusalem, et l'espace donc effectivement de ces lieux dont on ne sait plus, en tout cas en français, le nom officiel, comme tu l'indiques à un moment, parce que ça ne s'appelle plus les territoires occupés, ça ne s'appelle pas la Palestine, la notion de West Bank n'existe pas directement en français, la Cisjordanie est un terme qui semble avoir vécu. C'est extrêmement compliqué de désigner en fait cet espace, effectivement. Il y a ce terme très dur qui est territoire. Territoire, voilà. On dit souvent les territoires, sans le spécifier. Territoire. Et en fait, ces zones sont la négation même de l'idée de territoire. Parce qu'en fait, normalement, territoire, vous avez une enveloppe donc, qui est la frontière. Et vous avez ensuite comment dire, vous avez tout ce qui permet en fait de tenir cet ensemble dans une enveloppe juridiquement et tout ça. Donc, et culturellement, enfin, avec une indépendance vraiment vis-à-vis d'un voisin. Donc on n'est pas vraiment dans le territoire. Et puis le fait même que pour être un territoire, il faut s'auto-définir soi-même. On sait bien que les Palestiniens sont toujours représentés un peu par les autres, par les pays arabes qui sont censés les protéger. On sait très bien qu'il y a un double discours. Par les Israéliens, tout le monde parle un peu à leur place. Alors, une des choses, d'ailleurs, que tu mentionnes soigneusement, enfin, dans la gestation dans les ruines de la carte, c'est un des chocs de ta découverte de la géographie, et le choc qui lui n'est pas le choc drôle, qui est la notion que la géographie ça sert d'abord à faire la guerre. Et en une sorte de miroir assez subtil dans Jérusalem terrestre, je trouve qu'il y a le fait que la dissolution de la géographie, en fait, et notamment tout le travail sur la carte introuvable, ou sur la carte changeante, sur la frontière qui disparaît en fait, au fil des cartes successives et des éditions, montre que l'absence de géographie sert aussi terriblement à faire la guerre dans cette circonstance-là. Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, il y a un chapitre où je compare les cartes israéliennes, les cartes palestiniennes et les cartes de l'ONU, en montrant qu'en fait, voilà, par exemple, sur certaines cartes palestiniennes, on ne voit pas apparaître le nom d'Israël. Parfois, c'est une zone blanche assez informe. Et sur les cartes israéliennes, en revanche, vous avez... alors, le mur n'apparaît pas toujours très bien. Disons que ce n'est pas la première chose qu'on voit. Alors que sur une carte palestinienne, ça va être la première chose qu'on voit, le mur. Et ensuite, vous avez j'avais été frappé par les zones urbaines en Cisjordanie, étaient des zones totalement floues. Mais parce qu'en fait, c'est des zones dans lesquelles... les Israéliens ne peuvent pas, un Israélien ne peut pas se rendre un Israélien ne peut pas se rendre à Naplouse, ça lui est totalement impossible. Et donc ce qui apparaît sur ces cartes israéliennes, ce sont ce qu'on appelle les routes de contournement en fait. Et même les limites entre les zones n'apparaissent pas très bien. Et les routes de contournement, ce sont les routes que les colons peuvent prendre, qui sont en principe interdites aux véhicules palestiniens et qui ne sont autorisés. Donc on a un double système. Vous avez des routes pour colons israéliens et des routes pour les Palestiniens. Ce que tu montres très bien justement, parce que j'agis sur cette notion de système de communication en fait physique, c'est que la géographie
Et c'est omniprésent dans la gestion d'intérêt, c'est bien effectivement une géographie du dessin, une géographie physique, et tu fais un développement particulièrement saillant sur le cynisme en fait de la géographie physique. Dès qu'un œil militaire en fait le regarde, les plaines, les hauts, le contrôle, enfin tout ça. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est probablement ce qui est le plus vécu par le protagoniste, enfin donc par toi, hein, c'est que au-delà de la géographie espace, il y a la géographie temps, et c'est que la mécanique en fait d'usage de la géographie militaire ou policière ou de contrôle, de protection même si on veut, mais la façon dont elle distend non pas tant l'espace que le temps. Oui. J'étais vraiment frappé par le fait que aujourd'hui les gens qui vivent à Naplouse, à Bethléem, à Hébron, vivent dans des temps différents. De même que quasiment les gens qui vivent donc ça c'est pour la Cisjordanie, mais de même que les gens qui vivent à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa ou à Nazareth par exemple, vivent dans des temps, sans parler de Eilat qui est tout au sud, vivent dans des j'avais l'impression vraiment à chaque fois de voir des gens qui vivaient dans des temps différents, parce que tout est devenu tellement compliqué pour aller d'un point à un autre qu'il y a vraiment tout se distend en fait. Aujourd'hui pour un Palestinien aller de Bethléem à Ramallah, c'est un chemin de croix, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment un chemin de croix. Il lui faut moi j'avais été étonné d'apprendre qu'il fallait traverser, il y a des checkpoints internes, c'est-à-dire qu'on est normalement en territoire palestinien, mais il y a des checkpoints internes d'une zone à l'autre, hein. Donc même quand on ne traverse pas il n'y a pas que le mur, en fait. Le mur n'est qu'une des formes de ségrégation, et n'est qu'une des formes de distanciation comme ça de l'espace. Et je trouvais que le récit que tu fais d'un de ces déplacements particulièrement emblématique, c'est le passage, en fait, l'aller-retour à Qalqilia, qui est un truc qui en devient honnêtement, et tu le racontes d'une façon justement sans effets spéciaux, quoi, hein, simplement en disant, et puis en disant ce que ça t'inspire, mais on a l'impression de basculer dans un récit de science-fiction quasiment. Parce que alors Qalqilia, juste pour l'avoir en tête, c'est un lieu qui est en même temps un peu mythique chez les militaires israéliens, pas nécessairement chez les civils israéliens, mais bon, les civils et les militaires israéliens, c'est quelque chose qui est assez intriqué, hein, quand même. Mais chez les militaires, parce que Qalqilia étant pendant longtemps le point le plus à l'ouest de ce qui était en fait pas Israël au moment des accords de 48, c'est un endroit où, bien avant les armes sophistiquées modernes, avec un simple canon et pas nécessairement de gros calibre, de Qalqilia, on pouvait tirer sur Tel Aviv. Ouais. Tellement c'était proche, c'était 11 km, ce qui est à portée de plein de canons de 1945. Quoi. Et donc c'était un lieu de panique pour les Israéliens, et que ce soit en 48, que ce soit en 56, que ce soit pas en 56, puisqu'il n'y avait pas de guerre de la journée, mais en 67, c'était dans les objectifs à prendre le plus vite possible pour empêcher que l'ennemi puisse tirer sur Tel Aviv. Et Qalqilia devait être rasé en fait. Il y avait des militaires qui avaient préconisé. Qui, pour nous en général, ne veut rien dire. C'est une ville de 40 000 habitants qui devait être rasée en 67. Et je ne sais plus, il y a un militaire israélien qui a intervenu pour dire non, on ne rase pas Qalqilia. Mais c'était dans certains plans militaires. Je crois que c'est Dayan qui a intervenu. C'est possible, c'est Dayan. Qui ne voulait pas qu'on rase effectivement Qalqilia. Parce qu'on ne va pas refaire l'histoire de la guerre 67, mais alors curieusement, moi c'est en lisant Jérusalem terrestre, le hasard fait que quelques semaines auparavant, j'avais lu un livre que je voulais lire depuis longtemps, mais qui était toujours resté à traîner, qui est le bouquin de Tom Segev en fait sur la guerre de 67, sur la guerre des 6 jours, et qui est un livre d'historien, alors de nouvel historien israélien, ce qui veut dire un historien entre guillemets de gauche et assez controversé en Israël, mais quelqu'un qui fait une lecture très documentée, hein, avec des masses de sources et tout, sur en fait la joyeuse improvisation dans laquelle a été conduite la mise en place de l'administration militaire en fait juste dans les semaines qui ont suivi la guerre des 6 jours. Parce que finalement, même si cette victoire éclair était totalement recherchée, espérée et calculée, son ampleur et sa vitesse font que beaucoup de responsables militaires et politiques israéliens se retrouvaient un peu avec une sorte de patate chaude en disant mais
qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces territoires? Et c'est là qu'il y a un jeu politique que Tom Segev décrit particulièrement bien, en disant qu'il y a des forces politiques israéliennes qui étaient prêtes finalement à saisir l'opportunité, et puis d'autres qui n'étaient pas prêtes à jouer leur rôle de contrepoids qu'elles auraient peut-être pu faire dans une autre histoire. Et je trouve que c'est très intéressant d'en voir dans Jérusalem terrestre les conséquences sur le terrain, mécaniques, enfin, géographiques, inscrites dans les routes, dans les checkpoints, dans les endroits où sont les choses, près de 50 ans après, quoi. Et qu'il y a vraiment ce lien donc, qui irriguait déjà toute la ligne des glaces, quoi. C'est, la géographie, enfin, je trouve, ment beaucoup moins que l'histoire en réalité. Enfin, parce que la géographie permet de lire en fait ces choix historiques qui ne sont pas vraiment dissimulables en réalité. Non, c'est évident. Par exemple, je ne sais pas pourquoi j'avais j'étais parti, et je pense, mais je le raconte dans le livre, influencé par une représentation qui avait été, je ne sais pas, peut-être vous l'avez vu parce que ça avait pas mal circulé à l'époque, ça devait être en 2008 dans le Monde Diplo. Il y avait un cartographe qui avait fait une représentation de ce qu'il avait appelé l'archipel palestinien, où on voyait, en fait, on voyait plus Israël. Israël était en bleu, c'était la mer, et tout ce qui était les zones annexées par Israël était en bleu. La zone, dans mon souvenir, oui, la zone C était aussi en bleu. Donc la zone C, c'est la zone qui n'est pas annexée, mais qui est la zone d'occupation. C'est là où l'armée israélienne fait ce qu'elle veut. Enfin, c'est la zone d'occupation militaire. Et il ne restait plus que les zones A et B, la zone B étant une zone tampon interstitielle, qui est en fait une zone où les Israéliens et les Palestiniens, en théorie, se partagent l'autorité. Et ensuite la zone A, où encore une fois, en théorie, les Palestiniens ont une autonomie complète. Et en fait, le problème d'une telle représentation de l'archipel, c'est qu'on a l'impression que tout ce qui est bleu, donc tout ce qui est israélien, et tout ce qui faisait cette mer, donc qui séparait ça ça faisait une quarantaine d'îles, est entre eux, en fait. Puisque vous voyez ça, moi je sais pas, j'avais l'image d'une sorte de déluge, comme si on balançait, donc on ouvrait la mer, on ouvrait les vannes, et voilà, on noyait, comme si les Palestiniens étaient forcément en hauteur. Et en fait, c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que et ça c'était la première découverte, mais qui est une découverte hyper troublante quand je me dirige vers Naplouse, je regarde en fait sur les hauteurs, et en fait je comprends que tout ce qui est en hauteur, ce sont les colonies. Les colonies israéliennes, et ce sont les bases militaires, et qu'en fait les villages palestiniens et les villes palestiniennes sont en creux, sont dans les vallées, forcément. Enfin, je veux dire, c'est les Romains s'installaient dans les vallées. Toutes nos villes sont dans des vallées, à part quelques exceptions. Donc c'est l'occupation habituelle du sol. Et ça, c'était ce qui est le plus troublant, par exemple, c'est Naplouse. Naplouse, c'est vraiment dans une cuvette. C'est à 400 mètres d'altitude, c'est situé à 400 mètres d'altitude, et vous avez de part et d'autre, donc au nord, le mont Ebal, et au sud, le mont Garizim, où vivaient les Samaritains. Bon, aujourd'hui, il n'en reste plus beaucoup, il en reste 300, sur des sommets à plus de 900 mètres d'altitude, qui sont vraiment les plus hauts sommets de la région, et qui se font face comme ça, avec des parois extrêmement raides, et des bases militaires collées, en fait, aux colonies israéliennes. Et donc voilà, j'ai compris que j'avais une vision totalement erronée à cause de cette image que j'avais vue dans le Monde Diplo. Et il faut toujours les cartes, soit en fait il y a aucune carte qui dit, et même moi finalement dans les cartes que j'ai faites, j'ai pas pu le faire. C'est-à-dire soit les cartes gomment le relief, soit elles gomment l'occupation. En fait. On n'a pas de cartes qui disent les deux. C'est assez troublant. Ce que je trouve, c'est que loin effectivement de faire un récit de voyage, parce que c'est vrai que c'est pas du tout un récit de voyage, même si ça utilise la matière d'un voyage, mais comme tu disais, d'un voyage bien particulier, d'un voyage qui est orienté sur un but, avec une clé pour interagir avec les gens, qui n'est pas juste je suis venu voir, qui est un peu plus contrainte et sophistication. Et c'est vrai qu'il y a une intelligence dans l'exercice d'application finalement de ce qui traverse aussi bien la fiction, et au premier chef La Ligne des Glaces, que la théorie de l'interaction entre la carte,
son imaginaire, en fait, son imaginaire scriptural et littéraire, et puis la politique qui est derrière, enfin, et qui, elle, n'a pas besoin de dire son nom, et qui se vérifie finalement à chaque instant dans le terrain, dans le lieu et dans la représentation qu'on en fait. Et je trouve que la lecture simultanée, en fait, ou presque simultanée de ces livres est particulièrement fascinante, parce qu'on a l'impression que tout se met en place, et que des choses qui sont parfois assez complexes à appréhender, au-delà du fait qu'elles peuvent être controversées, ce qui est encore autre chose, mais que simplement complexes à appréhender, prennent un relief, si j'ose dire, particulièrement fort. Et que donc c'est vraiment des lectures assez vitales. Est-ce que tu peux nous en lire un extrait? Ouais, je vais lire un extrait du début de Jérusalem Terrestre. On n'oublie pas Jérusalem. On fait le serment de ne pas l'oublier, mais c'est plutôt Jérusalem qui ne vous oublie pas, qui vous hante jour et nuit dès lors que vous y avez mis les pieds. J'aurais préféré oublier Jérusalem, oublier ce que j'avais vu pour la première fois. Mais pour que ma main droite ne se dessèche pas, pour que ma langue ne se cloue pas à mon palais, il me fallait revenir, en voir davantage, en entendre davantage, et, de retour au pays, il me fallait écrire, décrire ce que j'avais vu, retranscrire ce que j'avais entendu. On dit de la ville la plus célèbre et la plus disputée du monde qu'elle est la seule à exister en 2 endroits, sur terre comme au ciel. Enfant, il m'arrivait de demeurer pendant de longues minutes, les yeux levés vers la splendide voûte bleu turquoise de la chapelle romane de Saint-Chef. Là, émerveillé par la beauté de ses fresques, j'attendais que la cité sainte, parée de pierres précieuses, couronnée par l'agneau mystique et portée par les anges, veuille bien descendre du ciel. Face à la Jérusalem profane, si tant est qu'elle existe, j'ai très rarement retrouvé de tels moments d'émotion, sinon à l'aube, sur le toit terrasse de la maison d'Abraham, avant qu'une nouvelle journée commence et que retentisse l'écho des premières détonations, que me parviennent les premières nouvelles. Dès que les premiers rayons du soleil enflammaient le dôme du rocher, j'avais l'impression d'assister à l'opération inverse de celle que j'attendais enfant. Comme si la ville, en s'éveillant, se soulevait vers le ciel, s'arrachait à la terre, échappait aux hommes. Qui parle de Jérusalem, qui écrit sur Jérusalem, qui marche dans les rues de Jérusalem, c'est qu'il lui faut renoncer à distinguer de façon catégorique la part de fiction mythologique et la part de vérité historique. Impossible à propos de Jérusalem de se résoudre à une seule version des faits, impossible de toucher du doigt une réalité qui serait totalement débarrassée de sa gangue de légendes. La dichotomie biblique entre une Jérusalem terrestre et une Jérusalem céleste est à l'origine d'une situation paradoxale et mortifère. En aucun lieu de la terre, l'imaginaire et le réel ne sont à ce point imbriqués que dans les pierres de la ville sainte. En aucun lieu de la terre, l'imagination humaine n'a nourri et envenimé à ce point le réel, et nulle part l'enchaînement des faits n'a bafoué avec une telle violence les promesses de l'imaginaire. Si la ville existe au ciel et sur terre, tout se passe comme si cette double existence avait un prix, et tout indique que les hommes n'ont pas fini de verser ce trop lourd tribut exigé par un Dieu jaloux de devoir partager son berceau. La glorification de la Jérusalem céleste est toujours faite au détriment des habitants de la Jérusalem terrestre. Leur histoire n'est qu'une longue suite de sièges, d'exil, de carnage, et leur situation actuelle au regard de cette histoire tragique pourrait passer pour un moment de répit s'il n'y avait chaque jour des indices qui nous font craindre le pire pour les années à venir. Comme l'heure tourne, en fait, je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour des questions, mais bon, je pense que chacun peut profiter donc, de la présence d'Emmanuel et du fait qu'il y a les 2 ouvrages de ce soir, et pour les retardataires, 3 autres magnifiques ouvrages. Il nous en manque un malheureusement, parce qu'on n'a pas de Yalta ce soir. Mais donc à faire dédicacer, et donc ne pas hésiter à lui poser des questions, non pas personnelles, il ne faut pas exagérer, mais enfin des questions en privé. Et en tout cas, vraiment c'était un grand plaisir de t'avoir ce soir, Emmanuel, pour 2 livres que je pense vraiment qui non seulement sont particulièrement intéressants chacun, mais en plus se répondent d'une façon qui est assez rare en fait entre la théorie et la mise en application et le test avec le réel, le paysage et la carte.
de ce que veut dire finalement géographie, imaginaire, politique, littérature et peinture. Et donc vraiment, merci beaucoup pour ces deux ouvrages. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Et puis je rappelle qu'en fait le livre sort aujourd'hui, Jérusalem terrestre. Je sais pas si oui, tu l'as dit peut-être. Non, je crois que je l'ai pas dit. Et dans les ruines de la carte est sorti il y a une semaine. Le 1er octobre. Voilà, le 1er octobre, mais c'est la première rencontre en librairie. Oui, tout à fait. Et on a fait des rencontres avant mais qui n'étaient pas en librairie. Donc voilà, le lancement c'est chez Caribe. L'actualité la plus brûlante.